meilleur pédiatre de sa vie. Et toute ma famille chez lui. كلهم في 500. Le temps que la présentation soit prête. أنا جبت لكم سلام عليكم. À la naissance, oxymètre et hémoglobinopathie. Vous avez la magique avec un bout, on peut faire des drépanocytose. Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que, avant qu'il y ait ce problème de fermeture des compagnies locales, dans l'oxygène, dans les oxygènes, y a-t-il une relation, un diagnostic de l'hémoglobinopathie que vous pouvez faire à la naissance sur l'oxygène? Oui. Voilà, la question. Oui. Il y a effectivement la drépanocytose et un certain nombre d'hémoglobinopathies pour lesquelles il y a la méthhémoglobinémie. Voilà, il y a un certain nombre d'hémoglobinopathies pour lesquelles on peut faire effectivement le diagnostic à la naissance sur la valeur d'oxygène dans cette gamme de comment il s'appelle. On sait par exemple qu'une hémoglobine fétale normale transportant, une hémoglobine fétale pathologique transportant. Et effectivement. Et qu'on peut faire avec une électrophorèse avant 6 mois, par des choses isoélectriques, dépistage à la rosa. Tout à fait. Oui. Rosa, Allah yarhamha. وقيل. Donc je pense que là on va passer à la deuxième présentation. Donc à mon tour de remercier l'association des pédiatres de Jedida Doukala de nous avoir conviés à cet événement convivial. Donc on les remercie pour la qualité de l'organisation, pour le choix des sujets et des intervenants aussi. Et sans trop tarder, je vais passer la parole à professeur Lamia Taboubi, chef de service des urgences pédiatriques à l'hôpital Avicenne, qui va nous stresser. de Rabat. Va nous stresser. Pour nous parler des cas cliniques aux urgences pédiatriques. À vous la parole. Merci Hélène. Bonjour tout le monde. Je tiens à mon tour à remercier l'association d'El Jedida Doukala. C'est la première fois que j'y participe et c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à leur invitation. C'est des gens qui sont devenus en quelque sorte des amis, que j'ai appris à les connaître et donc pour moi c'est tout un plaisir d'être là. Alors on m'avait demandé de parler de cas cliniques aux urgences pédiatriques. Donc c'est ce que je vais faire, je n'ai pas trouvé d'autres titres pour ça, donc je les ai appelés cas cliniques aux urgences pédiatriques. Alors mes cas, ils sont réels. Ils sont réels, ils ne sont pas inventés, sauf que je vais les passer en 2 diapos. C'est pas parce qu'on a été fort et qu'on a résolu le problème, on a vraiment galéré pour ces problèmes-là. Donc ça vous rappelle un petit peu aussi ceux qui sont dans les étages, qui viennent le matin à 8h, à 9h, qui vous critiquent. Donc il ne faut pas vraiment les écouter. Voilà, alors aux urgences, le problème qui se pose, c'est que quand on a un enfant qui vient consulter, notre grande problématique, c'est de ne pas passer à côté d'une urgence vitale. Et je pense que c'est le problème aussi bien aux urgences qu'en consultation. Donc ce qu'il ne faut surtout pas qu'on rate, ce sont les détresses vitales, mais il y a aussi les urgences diagnostiques. Donc le pronostic, on va dire, vital immédiat n'est pas mis en jeu, mais si on tarde, on aura peut-être un pronostic fonctionnel ou vital qui est compromis. Et puis, dans tout ça, on a la pathologie qu'on appelle la pathologie courante de ville. Et donc, le problème, c'est qu'aux urgences, ces deux problèmes-là sont noyés dans toute cette pathologie qui est courante. Et tout l'art, en fait, c'est de savoir faire le distinguo et de savoir les reconnaître facilement. Et donc se pose la question de l'évaluation rapide. Donc avoir des outils de triage, mais pas que, évaluer rapidement un enfant. Alors, pour évaluer, donc, il faut trier et il faut savoir reconnaître une urgence fausse, parce que tous ceux qui viennent aux urgences, pour eux, ils sont urgents et même tous ceux qui consultent sont urgents. Donc, déterminer ce qui est faux, ce qui est ressenti par les parents, parfois ils ont tort, parfois ils ont raison. Et il y a les urgences prioritaires et les urgences vraies. Donc comment faire dans tout ça pour faire ce distinguo? Alors le problème aussi qui se pose, c'est qu'on va nous demander en un laps de temps réduit
de reconnaître rapidement et de faire un diagnostic précoce. Or, ceci va nous mener sûrement à des risques d'erreurs diagnostiques. Parce qu'on veut faire vite, on veut faire... et on risque de faire des erreurs. Et parfois aussi une sous-évaluation de la situation. Donc c'est ça le grand problème. Alors comment y remédier? On y remédie par une bonne connaissance des situations à risque. Il faut savoir, il faut les connaître, les situations à risque. Il faut se méfier des symptômes habituels, tout ce qui est banal et répétitif. La fièvre, c'est 70% des enfants qui consultent. Ça peut aller de l'infection virale à la méningite à autre. Donc fièvre, colique, toux, diarrhée. Se méfier aussi des symptômes pièges. Parfois on a des symptômes pièges et il faut savoir s'y prendre. Hein. On a tous en tête les douleurs abdominales aiguës qui sont en fait une pneumonie débutante, une douleur, une boiterie, une douleur du genou qui est une arthrite de la hanche. Donc se méfier de ces symptômes pièges. Se méfier des nourrissons. Les nourrissons est une catégorie qui nous fait toujours, qui nous pose toujours problème, qui sont très malicieux et il faut savoir se méfier de cette catégorie-là d'enfants. Et il faut aussi penser aux parents. Les parents, c'est un trépied dans la relation. On a l'enfant, on a le médecin et on a le parent. Il faut savoir les écouter et il faut savoir prendre en considération l'intuition. Donc, il faut se fier à votre intuition. Elle va souvent vous sauver. Mais il faut aussi se rappeler qu'il faut prendre en compte l'intuition des parents. Quand ils sont inquiets, ils sont inquiets. Il faut qu'il y ait une démarche diagnostique qui est bien rigoureuse. Il ne faut pas qu'on saute les étapes et c'est ce qui va nous permettre justement de réduire l'erreur. Et il faut dérouler toujours les hypothèses diagnostiques, mais commencer toujours par les urgences. On nous a toujours appris qu'il faut dérouler tout en commençant par le plus grave. Et donc pour cela, il faut toujours suivre, donc comme on a dit, une démarche rigoureuse. On commence toujours par le General Assessment, le Quick Look. Ça vous prend 1 minute. L'ABCDE, donc on a toujours appris à commencer comme ça. L'ABCDE chez un malade qui va stable, ça ne vous prend pas beaucoup de temps, 1 minute. Et puis après, c'est là où on passe à notre interrogatoire, à notre examen clinique et peut-être aux examens complémentaires. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler les situations donc dans l'urgence. Et puis donc je vais partager avec vous des cas cliniques qui ont été vus aux urgences. Et je commence par Safwan. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, je les ai mis en vrac. J'ai juste commencé par celui-là parce qu'il avait passé ses vacances à El Jadida et qu'il est arrivé en septembre. Voilà, il avait... Voilà, donc c'est un petit de 2 ans et demi, sans antécédents particuliers, pas de terrain d'atopie, pas de traumatisme, pas de contact avec de produits irritants. Alors, il était ici chez vous en août, au bord de la mer. Plus de vacances à El Jadida pour message. Alors, il a présenté, alors qu'il était en vacances au bord de la mer, il présente une tuméfaction de l'œil droit, une rougeur, il consulte, on le met sous séramphi, collyre, en lui disant que c'est une conjonctivite allergique. Pour la mer, c'est l'eau de mer qui est trop salée chez vous. Et puis, comme il n'y a pas d'amélioration, elle reconsulte, on le met sous antibiotiques et bétastène, on ne sait pas pourquoi. Et puis là, de retour sur Rabat, 3e consultation, tuméfaction cette fois-ci de l'œil gauche en plus, elle consulte chez un ophtalmo, traitée comme une conjonctivite par antibiothérapie et des gouttes. Alors elle arrive, donc ça, après 1 mois, elle arrive aux urgences médicales pédiatriques. Tu parles de tuméfaction. Oui. Voilà, donc ça c'est l'état de l'enfant à son arrivée, vous voyez. Neuroblastome. Neuroblastome, oui. Alors on l'examine avant d'émettre des diagnostics. C'est un enfant qui est conscient, il est irritable, grognant, il est dans les bras de sa mère, il est apérétique, il a un bon développement. Alors on note qu'il y a quand même une protrusion orbitaire bilatérale qui est plus marquée à gauche avec une rougeur conjonctivale, un œdème palpébral, larmoiement, chémosis, ecchymose palpébrale droite. Alors le nez qui coule, les aires ganglionnaires sont libres, l'examen neurologique est sans particularité, il n'y a pas de masse palpable, il n'y a pas d'hépatomégalie, pas de splénomégalie. Le reste de l'examen est vraiment sans particularité, on ne trouve rien à part cet aspect-là. Alors, vous pensez à quoi? Bilatéral, oui. Un neuroblastome ou bien une orbitopathie. Une myosite orbitaire. Ouais. Oui, donc nous, notre résident qui l'a vu en premier, cellulite orbitaire, myosite, on se précipite pour demander un avis ophtalmo. Pas de fièvre. Pas de fièvre. La thyroïde. Normal.
Alors, avis ophtalmo, cellulite bilatérale, segment antérieur normal. L'enfant est tellement agacé, tellement énervé qu'il ne se laisse pas examiner. Le fond d'œil est difficile. Il nous propose de l'hospitaliser et de le revoir après pour un examen sous AG. Pas de scanner ophtalmo. Alors nous, c'est justement, on se dit, on ne va pas s'arrêter là. Puisque le scanner est là, bah, on le fait. Oui, bien sûr. Bah, on a le scanner à l'hôpital, voilà, TDM cellulite orbitaire, préceptal, stade 1 de Chandler, exhaust bilatéral grade 1, TDN cérébral normal. Est-ce que ça... Bon, on traite, hein. Un stade Chandler 1, vous le traitez, vous l'hospitalisez à titre externe. Ben, je vous repasse. Il faut dire qu'on s'est dit que quand même les données de ce scanner-là, un stade Chandler comme ça, stade 1, ça ne collait pas ni avec la clinique, ni avec son état, ni avec tout son passé, l'antibiothérapie qu'il a reçu. Il faut aller plus loin dans les investigations. Alors on est allé plus loin, on a demandé, bon ça va, je vous dévoile, CRP à 16. Alors l'hémoglobine était à 6,7, vous avez une thrombopénie. Il faut dire qu'initialement on n'avait pas de frottis, c'est le frottis en fait, on a demandé un frottis et vous voyez cellules blastiques. Donc c'est juste pour dire que quand on voit au premier coup comme ça, donc il faut rester systématique. Il y a les urgences, vous avez évoqué le neuroblastome, oui. Donc il y a les autres urgences, mais il y a tout ce qui est infectieux, inflammatoire, auto-humain qui peut donner cette exophthalmie, les causes thyroïdiennes aussi. Donc il faut les classer et finalement les éliminer par ordre. Alors il y a beaucoup de leucémies qui vont se manifester, les LAM qui se manifestent par ces signes-là. On en a eu pas mal et ça reste toujours un problème donc, de diagnostic. On n'y pense pas. Et le 6 grammes, c'est... À la fin, sinon vous allez me péter sur mon temps. Cliniquement, Sinon, vous me rajoutez. cliniquement, si tu avais dit l'énumération formulée faite, on va trouver la... Chaque fois que la cellulite est bilatérale, il faut penser aux infiltrations chloroïdes, Voilà. les leucémies, les ostéocytoses aussi. Tout à fait. Donc chaque fois que c'est bilatéral, c'est ça. Il faut évoquer ça. Il faut évoquer parfois la myosite. C'est un diagnostic d'élimination. Et il faut évoquer tout ce qui est thyroïdien, donc auto-humain inflammatoire. Parfait. Alors on reste toujours dans les yeux. Je ne sais pas ce qui m'a pris avec les yeux, donc voilà. Celui-là, il louche, il consulte parce qu'il louche. La mère, elle vient, il louche, il a 3 ans, il a fait un syndrome grippal, fièvre, otalgie il y a 15 jours. Consulte au centre de santé, amoxicilline, paracétamol, pas de traumatisme, pas d'antécédents neurologiques ou ophtalmologiques. Donc il arrive, il est comme ça, voilà. Donc la mère, elle vient, elle est inquiète, son enfant louche. Installation brutale. Donc oui, donc ça fait 15 jours qu'il était malade, mais là il louche depuis 4-5 jours. La mère elle constate qu'il louche. L'acuité visuelle. Bah, elle est venue directement chez nous, donc il était apéritique conscient, grognant. Tous ceux qui viennent aux urgences sont comme ça, tension normale. Il n'y a pas d'asymétrie faciale ou palpébrale. Alors je ne sais pas si vous voyez la lueur pupillaire, mais déjà vous pouvez le prendre pour voir déjà s'il louche ou pas. Vous le prenez, alors la lueur pupillaire elle semble symétrique. L'examen neurologique, il n'y a pas de déficit moteur sensitif, pas d'atteinte, les réflexes sont présents. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'il a une attitude guindée du cou. L'examen ORL est normal. Alors je ne sais pas si ça va marcher, c'était une vidéo. Voilà, vous voyez son attitude. Alors il reste guindé. Et on n'arrive pas à le faire bouger. Et vous voyez que de l'autre côté... Il louche pour voir, l'étiologie, c'est... Une hypertension intracrânienne. Voilà, alors vous constatez que effectivement il ne louche pas, il n'a pas de strabisme, c'est un pseudo-strabisme. C'est quelqu'un qui essaie, on a l'impression qu'il essaie d'accommoder. Peut-être, bah, c'est une éventualité, mais il y a aussi ce torticolis qui est irréductible quand même. Il est algique, l'enfant. Hein? Il n'a pas pris de médicaments. Pas de médicaments, pas de méthoclopramide, on a demandé. Bon, il faut toujours garder en tête aussi qu'une attitude comme ça, un torticolis d'installation aiguë, il faut toujours éliminer, il faut toujours penser au traumatisme. Hein. Alors, traumatisme, il faut faire des radios, mais les dynamiques, on n'arrive pas à le faire. Et il faut penser au processus de la fosse cérébrale postérieure. 30% des tumeurs se manifestent comme ça. Et même si on a cette histoire de syndrome grippal. Donc nous, on a commencé par
justement faire un scanner. Et puis le scanner, tout simplement, il nous montre, c'était une thrombophlébite, et fort probablement qui était secondaire, donc à une mastoïdite qui a compliqué son otite, on va dire. Voilà. Alors là, juste pour dire que voilà, donc toujours penser torticolis aigu, un torticolis aigu donne toujours le traumatisme, sinon un torticolis qui est chronique, un torticolis qui est récidivant, c'est une indication de l'imagerie. Alors là, c'est une petite de 8 mois qu'on a vue récemment, elle se présente parce qu'elle a une grosse jambe. Il faut dire que les motifs sont bizarres aussi. Alors, elle n'a pas d'antécédents, pas de consanguinité, la vaccination, elle est en cours, elle est diversifiée à 5 mois. On note qu'il y a quand même un petit retard. Elle a tenu la tête à 4 mois, la position assise et non encore acquise. Elle consulte pour un membre inférieur droit qui est tuméfié dans un contexte de fièvre non chiffrée depuis 3 jours. À l'examen, non, il n'y avait pas de rougeur. À l'examen, température à 37,8, conjonctive légèrement colorée. Alors le poids, elle a un très bon poids, même plus de DS pour son âge. La taille, elle est normale. L'examen des articulations est normal. L'examen de l'abdomen, pas de masse palpable, pas de contact lombaire. Les aires ganglionnaires sont libres. L'examen neurologique, un périmètre crânien qui est normal. On note une hypotonie axiale, donc elle garde quand même une tête, elle ne tient pas bien sa tête. Il y a un nystagmus rotatoire, une motricité, une sensibilité qui sont conservées, et les réflexes sont présents et symétriques. Ben, je vous la montre, voilà. Vous voyez son membre, je ne sais pas, vous voyez très bien. Donc c'est vraiment isolé. Alors il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de douleur, les articulations sont libres. Et c'est récent. C'est récent. Selon la mère, hein, on se fie à la mère et nous dit c'est récent, elle consulte pour ça. La longueur des membres, elle est différente. Oui. Alors voilà, on a même pensé, est-ce qu'il y a une hémi-hypertrophie? Parce que quand le résident l'a vu, il nous a dit, madame, il y a une hémi-hypertrophie et c'est elle a le nystagmus, elle a donc c'est un problème neurologique. Là, ou même un clépeltrénolé par exemple. Alors c'est pas l'aspect, il n'y avait pas de circulation, il n'y a rien. Non, il n'y avait pas de différence. Quand on a vraiment mesuré les longueurs, il n'y a pas de différence. Non. Il y a une asymétrie des plis. Il y a une asymétrie, mais c'est vraiment unilatéral. Alors vous faites quoi pour avancer? Oui, l'écho-doppler, elle est faite, elle est normale, et on a même dit faites une écho abdominale pour voir, hein, au cas où il trouve l'abdomen, ben il n'y avait rien. Bon, après on s'est assis, on s'est dit c'est vraiment de l'œdème, hein. Et on s'est dit cet œdème-là n'est pas quand même bilatéral, parce que ça devrait être au niveau des flancs, machin, non, il n'y a pas de contention. On est resté bête et discipliné, vous voyez, on lui a fait une pochette. La TSH, tension en 16, non? Ben non, je vous dis ce qu'on a fait une bandelette urinaire, parce qu'on s'est dit, c'est vrai que œdème, bon, bandelette urinaire 3 croix, plus de 3 croix. Donc c'est sûr qu'il y a une protéinurie massive à 8 mois. On s'est toujours pas, on s'est dit oui, elle devrait avoir les deux. Mais regardez son ionogramme, protidémie 42, albuminémie à 18, triglycérides à 10, thyroïde 1,39. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une fuite protéique. Ça c'est un syndrome néphrotique infantile. Et là on a un peu lu et on a trouvé que le nystagmus faisait partie. On avait des manifestations oculaires au cours de certaines néphropathies. Et c'est unilatéral. C'est unilatéral, on peut l'avoir. Donc, syndrome néphrotique infantile, mais il faut dire qu'il nous a pris beaucoup plus de temps que ça. Mais c'est une maman qui avait fait, elle a eu tout, scanner cérébral, machin et tout. C'est l'unilatéralité, parce qu'un œdème, on s'attend à avoir, et elle n'avait pas d'autre, et c'est vraiment son ionogramme. Il faut revoir. Il n'y avait pas d'autres cas familiaux? Il n'y avait pas de cas familiaux, parce qu'on a cherché, et même en anténatal, parce que rappelez-vous, elle a ce signe, cet examen neurologique qui n'est pas normal. Oui, c'est ça, donc le congénital, c'est avant 3 mois, ce qui n'est pas le cas. Et on a donc pour chercher les autres causes infectieuses, toxo, machin, donc les sérologies étaient faites, la grossesse bien suivie, l'enfant était bien portant. C'est un œdème qui prend le godet ou pas? Alors au niveau du dos du pied,
Vous voyez, chez le nourrisson, on avait trouvé que les deux dos du pied, en fait, on avait cet aspect bosselé. Mais vous dire, prends le godelet comme ça, franchement... Eh ben, il faut juste revoir dans les syndromes néphrotiques infantiles leurs particularités. On sait qu'il y en a 4, d'après l'histologie, et qu'il faut juste voir est-ce qu'il n'y a pas la particularité de chacun d'eux qui puisse donner un œdème unilatéral. Alors là, c'est un jeune de 12 ans qui consulte pour une tuméfaction cervicale qui évolue depuis 3 mois. Ben, il est en très bon état, on l'a vu pendant les vacances scolaires. Il vient parce que c'est les vacances scolaires. Et qu'il a cette tête-là, il ne vient pas de Jidida. Il est de chez nous. Alors, il a une adénopathie latérale de 3 cm. Vous voyez, donc depuis fin d'été, il arrive en fin octobre. Donc 3 cm qui est dur, fixe, indolore, sans signe inflammatoire en regard. Les autres ganglionnaires sont libres, l'examen ORL est normal, il n'y a pas de syndrome tumoral, pas de douleur osseuse, le reste de l'examen est sans particularité. Donc je vous montre. Donc là, vous faites, quelle serait votre en consultation? Alors, ça peut être tumoral, ça peut être tuberculeux, ça peut être quelque chose de très bénin. C'est une adénopathie qui traîne depuis 3 mois. Radiographie pulmonaire. Et où on n'a ni signe inflammatoire, ni ça se nécrose pas, une tuberculose, c'est pas l'évolution de cette adénopathie. Radiographie pulmonaire, il n'y a rien. C'est ce qu'on a fait systématiquement, une radio de poumon. Et la radio de poumon, vous voyez très bien la coulée et vous voyez l'adénopathie, c'était un Hodgkin. Alors juste pour dire une adénopathie qui traîne, parce que nous on voit beaucoup ça, on commence par le premier antibiotique, le deuxième antibiotique, le troisième antibiotique, parfois il faut s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'on traite. Est-ce que c'est des adénoflegmes? Est-ce que c'est des adénites, tuberculose? Est-ce que c'est tumoral? Et on se fait beaucoup avoir par des adénopathies comme ça qui traînent et qui arrivent aux urgences à un stade vraiment avancé. Madame, la radiographie pulmonaire, elle est trop flagrante par rapport à une tuberculose, les adénopathies. La tuberculose sont ne donne beaucoup pas moins. d'adénopathie pseudo-tumorale. Voilà. C'est parce que... Et là, l'histologie n'est plus une preuve pour la tuberculose, c'est pour éliminer les causes tumorales, justement. Exactement. Alors là, c'est un autre petit qui lui aussi 4 ans, là on l'a vu pendant les vacances d'été. Il a présenté pendant 3 jours, il a fait une fièvre à 38,5 avec un syndrome grippal, toux, rhinorrhée, traité par du paracétamol et de l'ibuprofène en alternance, puis apparition d'une tuméfaction cervicale droite qui était douloureuse avec des signes inflammatoires. Il consulte son pédiatre, il y a une LFS qui est faite, vous l'avez ici, globule blanc 4700, prédominance de PNN, l'hémoglobine à presque 12, les plaquettes correctes, une CRP à 60. Eh bien, son pédiatre le met sous amoxicilline acide clavulanique, donc je pense que c'est classique, c'est logique même. Yep. Alors, sauf que le petit, il consulte au 6e jour. Alors, il consulte parce que les parents sont très inquiets. On avait les 2 parents qui étaient très très inquiets parce que la fièvre ne baissait pas. À 39, résiste aux antipyrétiques, il est grognant, il est abattu, il se laisse difficilement examiner. Alors, on ne retrouve pas, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous voyez. Les autres aires ganglionnaires sont libres, il n'y a pas d'otite, la gorge elle est rouge, langue chargée. Et les parents sont inquiets. Et puis voilà, on a cette, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, on a vraiment la tuméfaction avec la rougeur. Mais c'est pas vraiment rénitant, hein, c'est pas rénitant. Donc on fait quoi? Il n'a pas de conjonctivite. Pardon? Il n'a pas de conjonctivite. Pas de conjonctivite. Ça fait plutôt abcès qu'adénopathie, là. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, voilà l'évolution, on va voir l'abcès, on fait une écho cervicale. Alors l'écho nous répond qu'il n'y avait rien de particulier, qu'il n'y a pas de foyer de nécrose, pas d'abcès, c'était pas quelque chose à drainer. Donc nous, les parents sont tellement inquiets, ils sont là, on décide de l'hospitaliser, on s'est dit qu'on va le surveiller en courte durée, on met de l'antibiothérapie en intraveineuse, peut-être qu'il n'y a pas une bonne observance et on va surveiller. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord l'aspect clinique de la masse, qui fait plus abcès qu'autre chose, et puis l'état général de l'enfant, qui est grognon, est-ce qu'il n'y a pas une il est vraiment abattu. Il n'a pas eu de... Il y a un contrôle de duration. Alors voilà, je vous dévoile, j'ai pas mis mes... Donc voilà, pendant le soir, alors l'hospitalise en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, il est hospitalisé. Le soir,
Alors on nous appelle fièvre toujours à 38, 39,5, la mère elle fait un scandale au service, mauvaise tolérance au moment des pics de la fièvre. Il reste stable sur le plan hémodynamique, la résidente appelle, on lui dit ben, on le laisse comme ça jusqu'au matin. Alors le matin on le réexamine, vous voyez vraiment que la rougeur, les signes inflammatoires ont diminué. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout qu'il y a des petits... Qu'il y a des œdèmes, mais vous ne voyez pas, mais il y a des petites taches ici rouges, vous les voyez, et un petit œdème palpébral. Oui, exact. Kawasaki aurait une monothèse inférieure. Alors on a évoqué les deux, on s'est dit, alors est-ce que c'est, il a quand même pris 6 jours d'amoxicilline protégée, on s'est dit, est-ce que finalement c'était un Kawasaki, voilà son bilan, CRP à 30, une VS accélérée à 116, le fibrinogène à 4, les dédimères à 99, et l'écho-cœur qui a été fait a montré un anévrisme des coronaires. C'est un malade d'ailleurs qui a été transféré chez vous pour les immunoglobulines. Non, mais c'est une masse que l'on voit quand même. Ce qui est ici particulier, c'était cet aspect déroutant au début. Donc, et après, il faut dire que nous, c'était au cours de la visite, quand on a fait notre conclusion en se disant, ça fait 6 jours qu'il a de la fièvre, il a ceci, il a une adénopathie, et là il fait de l'œdème. C'est comme si on avait reconstitué dans notre tête les critères. On s'est dit fièvre, œdème, on n'y a pas pensé du premier coup. Mais en revoyant la synthèse du matin, on s'est dit, on a tous les critères qu'on n'arrive pas de répéter le matin. Le bilan inflammatoire, il a été fait Il a été fait initialement, oui, ça a augmenté. Il avait le bilan fait par son pédiatre, il était à 62 de CRP et nous, il était à 30, mais la VS n'était pas faite initialement. Et là, les plaquettes ont augmenté. Je me demande pourquoi on commence à oublier la VS. Pardon? Pourquoi on commence à oublier la VS? Ça dépend des contextes. Quand est-ce qu'on va la demander, quand est-ce qu'on ne va pas la demander. Il y a des pathologies, l'inflammation. La CRP, c'est la mieux étudiée pour les bactéries. Absolument. De Kawasaki. C'est le truc. Et on oublie que chez le bébé et chez le petit enfant, il y a l'atypie et les formes incomplètes de Kawasaki. Il ne faut pas être sûr d'avoir tous les critères. Donc se dire j'ai ma fièvre avec mes 5 critères. Il faut avoir les transaminases, les autres critères pour... Oui, donc celui-là il a été transféré, ils ont complété... Là, il a eu l'échographie qui montrait... L'écho a montré un anévrisme, d'ailleurs il avait commencé ses immunoglobulines et tout. Il a bien évolué. Alors j'ai toujours du temps, il y a quelqu'un. Allez-y, c'est intéressant. Alors Shams, elle a 15 mois, c'est une petite qu'on a vue récemment. Alors Shams, elle a vomi au petit matin, vomissement, elle a fait une selle liquidienne. Alors dès que le soleil s'est levé, elle s'appelle vraiment Shams, les parents se sont rués vers le centre de santé, ils consultent, on leur pose le diagnostic d'une gastro, métoclopramide, clarithromycine. Elle rentre chez elle. Alors en rentrant chez elle, les parents disent que ça ne va pas, que la petite ne va pas bien, qu'elle fait même des mouvements anormaux. Ils nous disent qu'elle se recroqueville sur elle-même. Et donc voilà, ils reconsultent, cette fois c'est un pédiatre. Donc le pédiatre pose le diagnostic de convulsion. Elle n'avait pas de fièvre? Elle n'avait pas de fièvre. Pas de fièvre. Voilà, et non, elle en a pris une dose selon le père. Et donc voilà, elle a pris chez nous. Non, elle a pris une dose, donc... La vidéo. La vidéo. Alors, j'ai pas son... Voilà, elle est apérétique. Voilà la petite. Elle est apérétique à 37, son dextro est à 0,85 quand elle arrive. Elle est vraiment apathique, elle est eupnéique, elle sature bien. Elle est stable sur le plan hémodynamique, pas de souffle, pas d'hépatomégalie. Les pouls sont présents et symétriques, il n'y a pas de signe de déshydratation. L'abdomen est souple, les orifices herniens sont libres. On reprend avec elle... Tension normale, est-ce qu'il y a eu tête toxique, CO, machin, tout, rien, pas de trauma crânien. Elle a fait des convulsions. Alors nous, quand elle arrive, on nous l'envoie pour convulsion, les parents nous disent qu'elle se recroqueville comme ça sur elle-même. C'était spasme. Voilà, c'est un spasme. Alors pendant l'examen, elle refait la même chose. Donc c'est une petite qui fait un acte, qui fait une sorte de malaise. Nous on l'a pas vu, c'est la résidente qui a appelé. Voilà, elle refait un malaise. Elle fait une hypotonie axiale avec pâleur, suspension de la conscience qui est vraie. Et puis, suivi. Voilà.
Donc nous, on arrive, on voit ça, vraiment, c'est un changement de teint et de couleur. C'était la douleur. Elle a mal. Et donc c'était la douleur. Ben, on fait une échographie justement. Eh bien, cette échographie, elle confirme l'invagination et c'est une petite qui a bénéficié d'une réduction immédiatement. Et vous la voyez à la sortie. Donc c'est juste pour dire, c'est pas l'erreur, mais en fait, parfois on se précipite. Le problème des enfants, c'est parfois, actuellement, on les voit tôt. La fièvre, les parents consultent dans l'heure qui suit. Alors cette petite, elle a vomi 2-3 fois, elle a fait une seule selle liquidienne qu'on a pris pour une diarrhée. Je vous rappelle qu'une seule selle liquidienne, c'est pas une diarrhée. Ça peut être la décharge de la dernière anse, et ça on le voit même dans les syndromes occlusifs, et on se fait avoir aussi avec ça. Donc une diarrhée, c'est plusieurs selles, c'est pas une selle. Il y a l'invagination qui donne aussi la diarrhée. Oui, bah c'est la dernière anse qui se vide. Ce sont les anses, c'est pas de la diarrhée, c'est les dernières anses, parce que quand ça se ferme, ça se ferme. Et en fait, les mouvements, c'était la douleur. La douleur. Alors c'est une autre qui a la gastro aussi, Zainab, 11 mois, qui se présente pour diarrhée et vomissement dans un contexte de fièvre qui évolue depuis 48 heures. Elle est fébrile à 38,8, pas de signe de déshydratation, elle a un bon poids pour son âge. Elle a consulté, on pose le fameux diagnostic de gastro, on la met sous paracétamol, probiotique. C'est classique. Alors elle reconsulte 24 heures après pour persistance des diarrhées. La fièvre, elle est toujours là à 39,7, des pleurs paroxystiques, un refus d'alimentation. Elle est géniale. Elle est pâle, hypotonique, elle est irritée, les yeux sont enfoncés. Bon, c'est pas vraiment il n'y a pas de plis, ce sont des globes qui sont, on va dire, voilà. Pas d'éruption, le dextro est correct à 0,98, le poids à 10,5 kg, elle a une fréquence respiratoire à 35, elle sature bien, une fréquence cardiaque à 135, temps de recoloration à 3 secondes, une tension à 9,7, une hépatomégalie à 3 cm, on palpe un rein à gauche et on n'a pas de globe vésical. Les urines, quand elle urine, elle n'a pas mal, elle n'a pas... Donc quand elle urine, elle n'a pas mal. Elle n'a pas d'ictère. Elle n'a pas d'ictère. Elle n'a pas d'ictère. Et les selles ne sont pas sanglantes. Non, elle n'a pas de stries de sang. Bandelette urinaire. Bandelette urinaire, on trouve protéine 3 croix, hématurie 1 croix, lécocyturie négative, nitrite négatif. Et vous avez ces gaz du sang pour faire plaisir à M. Chigé. syndrome hémolytique urinaire. Là, on a une augmentation des volumes rénaux, les deux reins. Oui, finalement, oui, on avait l'hépatomégalie, on a aussi les deux reins qui sont augmentés. Eh bien oui, c'est peut-être une pathologie hépatorénale. Là, on pense au... C'était un CHU. Donc on a complété et effectivement c'était ça. Donc on avait trouvé une insuffisance rénale avec une thrombo et des schizocytes même sur la NFS. Donc c'est une petite même qui a été transférée en Réa où elle a fait de la dialyse. C'est bon, bah écoutez, si c'est comme ça, bah, on va arrêter. Hein. Merci madame. C'est juste pour vous dire et pour conclure, ben, j'avais d'autres. Je vous ferai la suite la prochaine fois. Alors juste pour conclure, c'est juste pour rappeler que l'évaluation en pédiatrie, elle est difficile. Et donc le maître mot, c'est de rester systématique. Il faut que l'interrogatoire en pédiatrie, c'est une très bonne importance de notre approche. Il faut qu'il soit structuré, il faut qu'il soit chronologique, se rappeler toujours du premier symptôme, être à l'écoute des parents et l'observation, le temps d'observation est capital chez les enfants. Voilà. Merci Madame Curry pour le partage interactif de ces cas d'urgence. Et Madame La clinique est passionnante. L'erreur médicale, elle est aussi très fréquente. Je voudrais juste attirer l'attention. Oui, je voudrais juste rappeler une chose. Les pédopsychiatres sont en circulation. Toujours éliminer ce qui est organique, la pédopsychiatrie, ce qui est organique. J'ai vu que des situations dans l'une, je ne le verrai jamais de ma vie, une petite de 13 ans, un niveau familial assez là, la mère, le père, pendant
4 jours, elle se plaint. J'ai mal au niveau de l'abdomen, j'ai mal à tourner, comme ça chez le premier médecin. بنتك بديها للبيدوبسيكياتر، بنتك لك الكوميدي، بنتك هذا، بنتك هذا، 4 médecins. Elle rentre dans votre bureau, vous la voyez. Une seule chose, comme a dit Younes, la respiration. Le diagnostic était sur la seule observation de la respiration. C'était une acétogravité. Tout de suite, 8 grammes. C'est aller en pédopsychiatre. Ouais, écoutez, revoyez. Voilà, parce que ça m'a vraiment choqué. Je rejoins Madame Haj Khalifa dans cette réflexion et c'est pas pour rien que le guide national de prise en charge des cas d'urgence, et ça débute par des textes de loi, donc il y a toujours du médico-légal là-dessus, et il faut pour les pédiatres rester cliniciens. Et le caractère d'urgence, le caractère d'urgence est évalué par la clinique. Il faut savoir appliquer les ABC avant de dire que c'est il faut aller vers une pédopsie ou l'essai psychologique. Il y a un guide national d'urgence? Oui. Vous ne le connaissez pas? Si. Je fais les tiroirs. Le site du ministère de la Santé. Mais il n'y a pas de texte. Si, ça commence par des textes, le guide. Moi j'ai un guide qui commence par les textes de loi. Avant, il y a l'évaluation, juste après, il y a des textes de loi qui gèrent l'urgence pédiatrique. Je crois on est obligé de s'arrêter et la pause café va être réduite à 20 minutes.